Eh bien, pour répondre à cette question existentielle concernant le mouvement tel qu'elle se pose dans les écrits, notamment de Ptolémée, le primum mobile, le mouvement premier, repris d'ailleurs aussi par Alighieri Dante dans la Divine Comédie, primo mobile, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, c'est que entre la terre et le ciel, c'est là qu'il faut situer et parler du premier mouvement. Dante et Ptolémée en ont bien sûr souligné l'importance, mais aussi tous les astronomes, astrologues et poètes qui leur ont succédé. Mais gardons pour le moment, par une petite histoire que je vais vous raconter, gardons les pieds sur terre. Quand j'étais un petit garçon, la curiosité me poussait à faire comme tous les enfants le font, des bêtises. Des bêtises qu'en fait il ne serait pas déraisonnable d'appeler des expériences. L'une de ces bêtises m'a si profondément marqué qu'elle s'est inscrite dans ma mémoire comme un moment fondateur de ma psyché, de mon curriculum vitae du latin qui veut dire mon chemin de vie. Oh, je devais avoir 4 ou 5 ans. Il y avait dans une des chambres de la maison où je me réfugiais pour jouer un objet qui excitait ma convoitise. Cet objet métallique à peu près sphérique était de la taille d'une grosse pomme. Vu de face, il présentait un cadran comportant 3 aiguilles qui tournaient à des vitesses différentes et il faisait, vous l'avez compris, tic-tac, tic-tac, comme le battement du cœur. Il lui arrivait aussi de produire des sons, parfois stridents, parfois merveilleusement mélodiques. Je ressentais devant lui une fascination qui en faisait pour moi, oui, le cœur battant du monde. Je devinais qu'il contenait en lui un des mystères de la vie. D'où ce désir de connaissance irrépressible qu'il m'inspirait, cette curiosité que j'avais de comprendre comment ça marchait. Et dans ce cas-là, que fait un enfant? Il veut savoir ce qu'il y a dedans. Aussi, quand mes parents rentrèrent, ils me surprirent assis sur le parquet, avec le réveil matin désossé, en train de jouer avec les rouages du système, rouages dont je me servais comme de petites toupies que je faisais tourner en les frottant entre mon pouce et mon index, de ce beau mécanisme d'horlogerie qui, comme je l'appris plus tard, s'appelle un mouvement. J'avais fait un manège de toupies qui abolissait le temps, prolongeait mes rêves, bref, une véritable catastrophe cosmique. J'avais été incapable, bien sûr, de reconstituer l'ordonnance première du système. Je n'en suis pas devenu pour autant horloger, mais depuis, et là je m'adresse au psy, je n'ai eu de cesse, en tant qu'astrologue, de m'intéresser à la mécanique céleste pour en saisir la corrélation avec nos vies. À propos d'horloge et de mouvement, vous êtes-vous quelquefois attardé à regarder sur les façades des monuments de certaines maisons ces curieuses installations que l'on appelle des cadrans solaires? Ce sont les ancêtres des horloges. Par le seul déplacement de l'ombre que fait le soleil sur le stylet qui projette l'ombre sur la Terre, elle témoigne, ces installations, du mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, vous le savez, et cela en donnant l'heure. Mais ces cadrans solaires disent également, selon la longueur de l'ombre, dans quel mois de l'année nous sommes. Et il s'agit cette fois du mouvement de translation de la Terre autour du Soleil. Les plus sophistiqués de ces appareils nous renseignent même sur le mouvement d'oscillation de l'axe d'épaule grâce au tracé particulier en forme de 8 qui correspond au calcul de ce qu'on appelle en astronomie et en horlogerie l'équation du temps. De quoi donner le vertige.
Ces simples cadrans solaires nous rappellent à leur manière à quel point le mouvement est inhérent à notre condition humaine, à la fois terrestre et cosmique. N'ayons pas peur du mot. Cette idée d'appartenance au cosmos, d'ailleurs, ne date pas d'aujourd'hui. Des signes monumentaux ont témoigné, cela probablement depuis le néolithique, avec des pierres levées à Stonehenge en Grande-Bretagne, mais aussi un peu partout dans le monde. Les édifices religieux et profanes dans tous les siècles et dans toutes les cultures attestent de cette préoccupation d'unir le ciel et la terre en une même harmonie, en un même mouvement. La volonté même de calquer l'organisation sociale sur celle de notre système solaire, nous en avons l'exemple à la cour du roi Soleil, voir le film Le roi danse. Dans les pratiques religieuses et mystiques également, prenons le cas des derviches tourneurs ou des chorégraphies de Gurdjieff où les corps dansants semblent directement connectés au mouvement des planètes. Dans la Divine Comédie, le primo mobile pour Alighieri de Dante, c'est, vu de la terre, le mouvement du ciel, qui est aussi le paradis, où après qu'ils aient traversé les cercles du purgatoire et de l'enfer, Béatrice fait entrer le poète. Et pour Dante, ce mouvement primordial de la voûte céleste, il est généré par l'amour. Oui. Avec cette réflexion sur le mouvement, qui fait corps, vous l'avez compris, avec la mesure du temps tel que notre système solaire nous l'impose, un autre développement du sujet est possible, si l'on s'en réfère à la mesure du temps et donc du mouvement, mais cette fois du mouvement donné par les horloges atomiques ou numériques, qui se sont substituées à nos horloges analogiques à cette échelle. Que penser de l'avenir de la réflexion de l'homme sur le temps et l'espace? Il nous faudra considérer que l'infiniment grand et l'infiniment petit cohabitent dans des mondes parallèles, où il faudra compter avec les nanosciences pour approfondir ce concept du mouvement, en ce qu'il se confond avec notre existence même. En conclusion, il n'est pas faux de dire que le mouvement, c'est la vie. Et oui.